pour devenir vertueux, et ici courageux, nous devons nous exercer, nous n'avons pas à rester passifs. Prenons comme exemple les militaires qui vont affronter le danger s'il y a un conflit. Ils s'entraînent très régulièrement pour avoir des réponses appropriées. Et c'est cela qui, constitue le fondement même de la vertu, c'est qu'à force de vivre, à force de nous exercer dans la vie, nous réussissons à acquérir un certain nombre de vertus que nous n'avions peut-être pas au départ. Tel qui était paresseux comme une couleuvre, va finir grâce finalement à des efforts de volonté, à des efforts librement consentis, à devenir quelqu'un de diligent et quelqu'un qui fera son métier d'homme correctement. Donc c'est ce qui se passe avec le courage. Le problème, c'est que nous pouvons être tentés par, je dirais, les deux extrêmes. Et revenons un peu sur la témérité. Vous savez, la témérité, c'est une réponse souvent inappropriée par rapport à un danger. Le téméraire cherche à épater la galerie et ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Pour prendre un exemple cette fois-ci personnel, nous étions en Afrique, à Bujumbura, au moment où il y avait des persécutions contre l'Église. C'était en 1985-86. Et puis à un moment, il y a eu un conflit un petit peu fort. Et en particulier, les autorités du Burundi s'opposaient aux chrétiens de la communauté française. Et dans un premier temps, nous avons commencé à prendre des airs de bravache, nous avons commencé à faire des projets, certains se sont retrouvés au poste. L'ambassade est venue nous voir les uns les autres en nous disant « calmez-vous » et nous n'avions aucune envie de nous calmer. Et puis le nonce apostolique est venu. Et lui, il avait passé plusieurs années à Cuba. Mais il nous a dit, mais malheureux, vous ne savez pas ce que vous faites. Il y a des négociations secrètes avec le pouvoir qui sont, qui ne sont pas loin d'aboutir. Les Burundais qui sont en prison vont peut-être être relâchés bientôt. Et si vous faites ce combat imbécile, vous allez finalement saper toutes les chances de réussite. Et puis vous-même, vous ne risquez pas grand-chose. Vous risquez d'être expulsés, tandis que les gens du pays, eux, peuvent porter pendant très longtemps les conséquences de ce que vous faites. Et c'est comme ça que nous avons arrêté notre réponse téméraire et inappropriée. Appliquons un petit peu maintenant ce que nous venons de dire aux veilleurs et cherchons un petit peu à discerner. Les veilleurs ont choisi un combat non violent. Ils suivent en cela les conseils du livre de l'Ecclésiastique. Je cite un verset. « Tel un eunuque qui voudrait déflorer une jeune fille, ainsi celui qui veut rendre la justice par la violence. » La cause que nous soutenons est juste. Elle est conforme au droit naturel et vise à défendre les droits des plus faibles, c'est-à-dire les enfants. C'est notre devoir de continuer. En revanche, nous devons rester vigilants, car deux dangers nous guettent. Premier danger, la tentation est grande de renoncer. À quoi bon? La loi est votée. Et c'est la lâcheté. D'un autre côté, nous pouvons être tentés à tout moment par des actions spectaculaires pleines de panache, et aussi inopportunes qu'inutiles. Elles ne feront qu'exaspérer ceux qui mènent un autre combat. Et c'est la témérité. Quel remède face à ces deux tentations? Le dialogue. À plusieurs, nous sommes mieux armés pour discerner et pour faire bon usage de notre raison. Et pour ceux qui ont mis leur foi en Dieu, la prière. Un autre nom du courage est la vraie générosité, dont parlait Descartes. Alors je traduis en français courant ce qu'il disait. La vraie générosité, qui fait qu'un homme peut s'estimer, consiste d'abord en ce qu'il reconnaît que seule la libre disposition de ses volontés lui appartient. On ne peut le louer ou le blâmer que s'il use bien ou mal de cette volonté. Ensuite, il a la constante résolution de bien agir
et d'exécuter tout ce qu'ils jugent meilleur. Et c'est là la vraie liberté. Courage donc. Numéro 5. Les garçons sont chefs des filles, bien sûr ils ont toujours raison, mais je ne peux pas croire leur fable. Avec eux on peut pas parler, avec eux les négociables, mais ils n'auront pas la liberté de penser. Ils ont perdu dans la fiction la véritable réalité, et ils n'en ont plus rien à faire. Le bon sens est éradiqué, tout à tout renversé par terre. L'humanité est en danger, face à cela je ne peux me taire. Venez tous reprenons confiance. S'il y a quelque chose à préserver, nos consciences n'ignoreront pas ma liberté de penser. On va lire un texte de Gautier. Je crois que c'est Christophe qui doit le lire. Gautier, c'est lui qui chapeautait un peu la marche des veilleurs cet été. Il va nous parler de l'enracinement. Les veilleurs veulent être un mouvement d'enracinement. J'emploie à dessein cet oxymore parce que nous ne serons pas capables d'agir pour une société plus juste, plus solidaire, que si nous avons confiance d'être des héritiers d'une culture et d'une anthropologie qui nous permettent de bénéficier d'une civilisation respectueuse des équilibres fondamentaux. Une fois que ces principes sont sapés par des dérogations successives et systématiques, que ces institutions sont fragilisées au nom de l'absolue licence individuelle, la barbarie, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous, et donc le droit du plus fort, regagne du terrain. Voilà pourquoi les veilleurs cherchent à préserver certains acquis civilisationnels qui seuls nous permettront de continuer à faire société, c'est-à-dire à vivre ensemble le plus harmonieusement possible, en permettant à chacun de trouver sa place. Pour cela, il nous faut échapper à la tentation contemporaine de ce que le philosophe Olivier Rey, qui est intervenu à la veillée du 28 août à Nantes, a appelé dans un livre le fantasme de l'homme autoconstruit, l'illusion selon laquelle nous serions, ou pourrions, être des individus nés de rien, parfaitement indéterminés, qui pourraient s'inventer en permanence comme si rien ne les conditionnait. Plutôt que de nous croire génération spontanée, nous nous assumons comme génération enracinée, dans une vision du monde particulière, mais universalisable. Les veilleurs ne sont qu'une étape, qu'un moyen, et sans doute pour beaucoup qu'un moment. Il s'agit d'éveiller les consciences pour orienter l'engagement vers le bien commun, et non pas de mobiliser pour aiguiller vers tel ou tel mouvement. Nous ne sommes pas un lieu de formation à proprement parler. Nous n'avons ni doctrine ni programme, nous sommes une sorte d'auberge espagnole intellectuelle et artistique, où chacun doit pouvoir trouver en matière à penser pour fonder son souci politique sur une lucidité en actes. C'est seulement dans cette mesure que nous vivrons la vocation propre des veilleurs, qui est moins de changer le monde que plus modestement, par la pensée et le partage, de contribuer à empêcher qu'il ne se défasse. Et permettez-moi pour conclure de citer encore Camus, qui écrit en 1951, à la toute fin de la 4e partie de L'Homme révolté, « Les révoltés, qui veulent ignorer la nature et la beauté, se condamnent à exiler de l'histoire qu'ils veulent faire la dignité du travail et de l'être. La beauté, sans doute, ne fait pas les révolutions, mais un jour vient où les révolutions ont besoin d'elle.
Peut-on éternellement refuser l'injustice sans cesser de saluer la nature de l'homme et la beauté du monde? Notre réponse est oui. Cette morale, en même temps insoumise et fidèle, est en tout cas la seule à éclairer le chemin d'une révolution vraiment réaliste. En maintenant la beauté, nous préparons ce jour de renaissance où la civilisation mettra au centre de sa réflexion, loin des principes formels et des valeurs dégradées de l'histoire, cette vertu vivante qui fonde la commune dignité du monde et de l'homme, et que nous avons maintenant à définir en face d'un monde qui l'insulte. Toujours le numéro 5. Ainsi avec des vérités qui n'en sont pas. Les enfants n'auront plus la chance d'avoir une maman, un papa, ayant avec grande bienveillance sur l'enfant de leur amour. Quand ces enfants seront toujours privés d'amour complémentaire de notre père et de sa mère, je veux pas croire ce mauvais rêve. Si l'action doit préserver, c'est la règle de nos consciences. Nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas la liberté de penser, la liberté de penser. En préambule, j'aimerais reprendre une maxime de François de la Rochefoucauld, qui est un moraliste du XVIIe siècle, qui définit l'hypocrisie comme un hommage que le vice rend à la vertu. C'est très joliment dit. Et quelques mots d'étymologie. Un hypocrite, c'est un acteur du théâtre grec qui porte un masque représentant la nature de son personnage. Donc, ceci pour nous recadrer un peu les propos de Don Juan. Donc, dans la pièce, Don Juan vient de déclarer à son père qu'il renonce à sa vie de mensonge et de débauche. Sorvalès Ganarelle le félicite, mais Don Juan lui répond qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre. Voilà ce que dit Don Juan. Mais il n'y a pas de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode, et de tous les vices à la mode passe pour des vertus. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et, quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de grimaces une société étroite avec tous les gens du parti, qui en chacun se les jettent tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touché. Ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Et ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément les singes de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens, et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et de roulements d'yeux ajustent pour tout le monde ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. En connaissance de cause, crieront en public contre eux, qu'ils accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter de la faiblesse des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle. Molière.
Maintenant, on va continuer sur le thème de la peur, et en particulier un texte sur la peur pour gouverner, entretenir la peur pour gouverner. Bonsoir, donc je vais vous lire ce soir un texte de Pierre Toureffe, qui s'appelle « Faire peur pour gouverner », et qui est sous-titré « Manipulation de l'opinion publique ». C'est très parlant. La politique de la peur consiste, pour un gouvernement, à provoquer la peur au sein de sa population pour faciliter l'adoption de lois sécuritaires. En réduisant ainsi la liberté individuelle, il espère pouvoir assurer son maintien. Les citoyens, quant à eux, en échange d'une hypothétique sécurité, sont conditionnés pour renoncer progressivement à leur liberté. Le journaliste et critique américain Henry Louis Mencken, 1880-1956, Henry Louis Mencken donc constate dès le début du XXe cette tendance. Le but de la politique est de garder la population inquiète et donc en demande d'être mise en sécurité en la menaçant d'une série ininterrompue de monstres tous étant imaginaires. Selon Dan Gartner, l'efficacité des politiques de la peur se réduit au fait que l'évaluation des risques et les façons de s'en protéger ne résultent pas d'une attitude rationnelle, mais d'un comportement émotionnel entretenu par les hommes politiques. C'est un corollaire de l'explication donnée par Edward Bernays, pour qui la mentalité collective est guidée par l'impulsion, l'habitude ou les émotions, et non par la pensée. Irene Khan, secrétaire générale d'Amnesty International, a souligné ce phénomène à l'occasion de la sortie de son rapport en 2007. En adoptant des politiques à court terme qui encouragent les peurs et créent la division, certains gouvernements sapent l'état de droit et les droits humains, entretiennent le racisme et la xénophobie, divisent les populations, augmentent les inégalités et sèment les germes de nouvelles violences et de futurs conflits. Si l'on a pu considérer la politique de la peur comme l'une des caractéristiques des dictatures, l'emploi de cette expression dans une démocratie sous-tend que les hommes politiques instrumentalisent des craintes, avérées ou non, de la population pour atteindre leurs objectifs. Il s'agit là d'une forme de manipulation de l'opinion, de manière indirecte ou subliminale, qui réveille les pulsions les plus abjectes de la xénophobie et du racisme. Les discours alarmistes et anxiogènes, ainsi que la désignation d'ennemis intérieurs, servent alors à légitimer des mesures disproportionnées, qui portent atteinte aux droits fondamentaux dans le but de mieux contrôler la population. La classe politique, impuissante devant l'oligarchie financière qui dirige l'économie mondiale, a besoin, pour rester au pouvoir, d'agiter le chiffon rouge de la peur pour détourner l'attention du peuple. Concentrée sur des guerres perpétuelles, méfiante et divisée, l'opinion publique mondiale n'est plus tentée par la mise en cause du système politico-économique en place. Voilà, donc c'était un texte de Pierre Toureffe, qui s'appelle « Faire peur pour gouverner, manipulation de l'opinion publique ». Numéro 4. Divise la France dans le trou du passé. Monsieur le Président, je ne suis pas bien fier, je ne suis pas sur terre pour nuire aux enfants. C'est pas pour fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais résister. Plus de moi, j'essaye de vous dire que des lois qui déchirent méritent un vrai débat. Lorsque cela trait à toute notre France, ce n'est pas une offense de vouloir en parler. Monsieur le Président,
Je ne suis pas extrémiste, je suis un pacifiste, je ne suis pas violent. Il n'est pas nécessaire de m'envoyer la force, de me parler de l'ordre, et pour me faire taire. Maintenant, on va lire le discours de Camus quand il a reçu le prix Nobel de littérature. Alors c'est un texte d'Albert Camus, Le service de la vérité et celui de la liberté. Extrait du discours prononcé à l'occasion de la réception du prix Nobel de littérature à Stockholm en 1957. Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain, du même coup, ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil, chaque fois, du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera, à la seule condition qu'il accepte, autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude qui, là où ils règnent, font proliférer la solitude. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Pendant plus de 20 ans d'une histoire démentielle, perdue sans secours, comme tous les hommes de mon âge dans les convulsions du temps, j'ai été soutenu ainsi, par le sentiment obscur qu'écrire était aujourd'hui un honneur, parce que cet acte obligeait, et obligeait à ne pas écrire seulement. Il m'obligeait particulièrement à porter, tel que j'étais et selon mes forces, avec tous ceux qui vivaient la même histoire, le malheur et l'espérance que nous partagions. Ces hommes, nés au début de la Première Guerre mondiale, qui ont eu 20 ans au moment où s'installait à la fois le pouvoir hitlérien et les premiers procès révolutionnaires, qui furent confrontés ensuite, pour parfaire leur éducation à la guerre d'Espagne et à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire, à l'Europe de la torture et des prisons, doivent aujourd'hui élever leurs fils et leurs œuvres dans un monde menacé de destruction nucléaire. Personne, je suppose, ne peut leur demander d'être optimistes. Et je suis même d'avis que nous devons comprendre, sans cesser de lutter contre eux, l'erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur et se sont rués dans les nihilismes de l'époque. Mais il reste que la plupart d'entre nous, dans mon pays et en Europe, ont refusé ce nihilisme et se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il leur a fallu de se forger un art de vivre par tant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration,
où nos grands inquisiteurs risquent d'établir pour toujours les royaumes de la mort, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à jamais travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Elle n'est pas sûre qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et, à l'occasion, c'est mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée, partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. C'est sur elle, en tout cas, que, certain de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Du même coup, après avoir dit la noblesse du métier d'écrire, j'aurais remis l'écrivain à sa vraie place, n'ayant d'autre titre que ceux qu'il partage avec ses compagnons de lutte, vulnérables mais entêtés, injustes et passionnés de justice, construisant son œuvre sans honte ni orgueil à la vue de tous, sans cesse partagé entre la douleur et la beauté, et voué enfin à tirer de son être double la création qu'il essaie obstinément d'édifier dans le mouvement destructeur de l'histoire. Qui, après cela, pourrait attendre de lui des solutions toutes faites et de belles morales? La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu? Quant à moi, il me faut dire une fois de plus que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir, aveuglément, auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir ou le retour de bref et libre bonheur. Ramenée ainsi à ce que je suis réellement, à mes limites, à mes dettes, comme à ma foi difficile, je me sens plus libre de vous montrer, pour finir, l'étendue et la générosité de la distinction que vous venez de m'accorder, plus libre de vous dire aussi que je voudrais la recevoir comme un hommage rendu à tous ceux qui, partageant le même combat, n'en ont reçu aucun privilège, mais ont connu au contraire malheur et persécution. Il me restera alors à vous en remercier, du fond du cœur, et à vous faire publiquement, en témoignage personnel de gratitude, la même et ancienne promesse de fidélité que chaque artiste vrai, chaque jour se fait à lui-même dans le silence. On va lire quelques extraits du discours d'investiture de Roosevelt. Donc en mars 1933, le président Franklin Roosevelt a été élu et au moment de son investiture, il a prononcé un discours dont voici quelques extraits. Président ouvert, Monsieur le Président de la Cour suprême, mes amis, voici un jour de consécration nationale et je suis certain qu'en ce jour, mes concitoyens américains attendent qu'à l'occasion de mon accession à la présidence, je m'adresse à eux avec la sincérité et la résolution qu'impose la situation présente de notre peuple. C'est par-dessus tout le moment de dire la vérité, toute la vérité, franchement et courageusement. Nous ne pouvons faire l'économie de l'honnêteté face à la situation de notre pays aujourd'hui. Cette grande nation résistera comme elle a résisté, se relèvera et prospérera. Donc, premièrement, permettez-moi d'affirmer ma ferme conviction que la seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même, l'indéfinissable, la déraisonnable, l'injustifiable terreur qui paralyse les efforts nécessaires pour convertir la déroute en marche en avant. Lors de chacune des noires heures de notre vie nationale, un franc et vigoureux commandement à rencontrer cette compréhension et ce soutien du peuple même qui sont essentiels à la victoire. Et je suis convaincu que de nouveau, vous lui donnerez votre soutien en ces jours critiques. C'est dans cet état d'esprit, de ma part et de la vôtre, que nous devons faire face à nos difficultés communes. Elles ne concernent, Dieu merci, que les choses matérielles.
Les valeurs ont chuté à des niveaux fantastiques. Les taxes ont augmenté. Notre capacité à payer s'est effondrée. Partout, les gouvernants font face à de sérieuses réductions de revenus. Les moyens d'échange sont bloqués par le gel des courants commerciaux. Les feuilles mortes des entreprises industrielles jonchent partout le sol. Les fermiers ne trouvent plus de marché pour leurs produits et pour des milliers de familles, l'épargne de plusieurs années s'est évaporée. Plus important, une foule de citoyens sans emploi se trouve confrontée au sinistre problème de sa survie et à peu près autant trime pour un salaire misérable. Seul un optimiste idiot pourrait nier les sombres réalités du moment. Et pourtant, notre détresse ne provient que d'un manque de ressources. Ne provient pas d'un manque de ressources. Nous n'avons pas été frappés par la plaie des sauterelles. En comparaison des périls que nos pères ont vaincus, car ils espéraient et n'avaient pas peur. Il nous reste encore largement de quoi rendre grâce. La nature nous offre toujours sa libéralité et les efforts humains les ont multipliés. L'abondance est sur le pas de la porte, prête à être généreusement utilisée, mais sous les yeux même de cette offre, la demande agonise. Le bonheur ne se trouve pas dans la simple possession d'argent. Il se trouve dans la joie de l'accomplissement, dans l'excitation de l'effort créateur. La joie, stimulation morale du travail, ne doit plus être oubliée dans la folle course au profit évanescent. Ces jours sombres, mes amis, vaudront tout ce qu'ils nous coûtent s'ils nous enseignent que notre véritable destinée n'est pas d'être secourus, mais de nous secourir nous-mêmes, de secourir nos semblables. Il n'est pas étonnant que la confiance dépérisse, car celle-ci ne prospère que sur l'honnêteté, sur l'honneur, sur le caractère sacré des engagements, sur la protection fidèle et sur un comportement généreux. Sans tout cela, elle ne peut vivre. Dans cette consécration d'une nation, nous demandons humblement la bénédiction de Dieu, qu'il nous protège tous et chacun d'entre nous, qu'il nous guide dans les jours à venir. Merci. Vive la Gay Pride de ce soir avec la Gay Pride de ce soir. C'est la Paris, c'est la Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué, vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. On va parler un peu maintenant de la Pologne, parce que vous savez que la Pologne a réussi à se libérer du communisme de façon non violente. C'est un exemple qui me touche beaucoup, moi, personnellement. Donc, le syndicat Solidarność a joué un rôle essentiel. Donc je vais vous lire d'abord une petite introduction et puis
le moment décisif, et puis vous pourrez vous renseigner plus amplement sur un site, parce que on a trouvé ces textes sur un site qui s'appelle solidarnosc.free.fr. Donc là vous avez toute l'histoire de ce mouvement. Alors d'abord la Pologne des années 70. Contre-épreuve, la Pologne l'était dès 1956. La nation polonaise n'était pas en effet une république socialiste comme les autres. C'est sans doute elle qui résistait le plus à un système qui lui avait été imposé par les soviétiques. L'Église catholique exerçait plus d'influence que partout ailleurs. La collectivisation des terres avait été stoppée et le rôle des paysans petits propriétaires était important. Les ouvriers des chantiers navals et des aciéries étaient très combatifs et non doctrinaires. Lorsqu'ils eurent découvert que les responsables de leur bas niveau de vie étaient les communistes du gouvernement, c'est contre eux qu'ils entamèrent la lutte. Les syndicats officiels, avec leurs 15 millions de membres, étaient devenus des refuges pour les nantis, et la corruption y était extrême. Une certaine pluralisation du pouvoir en Pologne, à défaut d'une véritable démocratie, y était évidente. Au sein même du POUP, équivalent du Parti communiste, mais constitué par une coalition dont les communistes tenaient la direction, la compétition des factions rivales était parfois ouverte. Je continue l'introduction historique. Władysław Gomułka, premier secrétaire du parti depuis 1956, homme secret, isolé, sévère partisan de l'austérité et du rationnement, provoqua un extrême mécontentement. Malgré son succès en politique extérieure, avec notamment la reconnaissance de la ligne Hodernes par l'Occident, il fut victime de la rébellion des intellectuels en mars 1968 et surtout d'une grève déclenchée le 14 décembre 1970 au chantier naval de Gdansk, ex-Danzig. La milice et l'armée tirèrent sur la foule. Il y eut de nombreux morts. Dans tout le pays se constituèrent des comités de grève. Le 19 décembre, le bureau politique remplaça Gomułka par Edward Gierek, secrétaire du parti en Silésie, homme ouvert, qui avait passé 22 ans comme mineur en Occident et qui proposait de substituer à la répression une politique de renouveau et d'expansion. Gierek esquissa un apparent décollage économique dans un climat de bonne entente avec l'Occident. Il fit 2 voyages en France et reçut 2 fois le président Valéry Giscard d'Estaing. Les présidents américains Nixon, Ford et Carter vinrent en Pologne. Gierek resta finalement 10 ans au pouvoir. Sa tâche était ardue, maintenir les exigences de la doctrine communiste sous la surveillance méfiante de l'URSS d'un côté, et satisfaire les aspirations polonaises. Ainsi, il devait rendre au pays sa prospérité, aux Polonais leur liberté et un bon cadre de vie, sans marché noir ni rationnement, et bas salaire. Gierek tenta de développer les importations et prit de nombreux crédits à l'étranger, ce qui aboutit à un endettement colossal qui atteignait les 15 milliards de dollars en 1980. Il ne put finalement, sous le coup des chocs pétroliers et face à la saturation des marchés occidentaux, insérer la Pologne dans un système international. Son pari sur, entre guillemets, la construction d'une nouvelle Pologne fut un échec. Les conséquences dramatiques de l'augmentation massive des prix qu'il avait décidé en juillet 1980 lui furent fatales. Le 6 septembre 1980, il fut forcé de donner sa démission. Le comité central désigna à sa place l'un de ses proches, Stanisław Kania. Donc la suite, le moment décisif, l'élection de Jean-Paul II. C'est là que ça rejoint le thème de la peur. À partir du milieu des années 1970, la société civile polonaise était à nouveau en mouvement, et cette fois dans l'unité des milieux intellectuels, de l'Église catholique et de la classe ouvrière. Les amendements constitutionnels de décembre 1975, qui officialisaient le monopole du Parti communiste et proclamaient irréversible l'alliance avec l'URSS, étaient contestés avec vigueur. La répression des grèves de juin 1976 à Radom et à Ursus mobilisa l'intelligentsia et suscita la création du Comité de défense des ouvriers, KOR. Des organisations étudiantes indépendantes, des journaux et des maisons d'édition clandestins virent le jour. La force essentielle était l'Église. Ses relations avec Gomułka étaient mauvaises.
elles s'améliorèrent à l'époque de Gierek, et le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, encouragea les fidèles à travailler pour le bien du pays. Le Saint-Siège reconnut en 1972 les frontières occidentales de la Pologne et créa des diocèses dans les nouveaux territoires. L'Église prit une attitude de défense énergique des ouvriers, en tentant toutefois de décourager les grèves et les violences. La marche vers la chute du communisme commença réellement le 17 octobre 1978. Pour la première fois de l'histoire, un pape d'origine non latine était élu au Saint-Siège. Si. Merci beaucoup. C'est vrai, j'ai raison. Oui, oui, c'est vrai. Laissez-moi tranquille. Allez, prenez soin de vous et ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Donc j'en étais où? Pour la première fois de l'histoire, un pape d'origine non latine était élu au Saint-Siège. L'archevêque de Cracovie, Karol Wojtyla, prit le nom de Jean-Paul II. L'euphorie au sein de la population polonaise était générale. En avril 1979, le peuple polonais, qui prenait peu à peu conscience de sa force, fit la démonstration de son unité lors de la visite de Jean-Paul II à Varsovie. Le pape fit un discours qui restera célèbre. « N'ayez pas peur », dit-il à la foule. Ces mots firent trembler le bloc communiste. En clair, il voulait dire que nul ne peut s'opposer aux aspirations des Polonais, unis par leur foi ainsi que par l'amour qu'ils portent à leur patrie. Et donc la suite, c'est qu'il y a eu des grèves sur la côte nord de la Pologne, dans les chantiers navals et puis dans de très nombreuses entreprises du nord de la Pologne. Et ça a abouti à la création du syndicat Solidarność, qui a eu des tractations avec l'État, qui a fait des concessions. Alors, c'était... comment il s'appelle déjà? Lech Walesa, qui avait fait des négociations, puis qui a dit bon bah on va arrêter. Et puis alors quelqu'un lui est tombé dessus en lui disant mais non, vous me laissez tous tomber. Alors finalement il est revenu et a dit non, finalement on continue la grève par solidarité. C'est comme ça qu'est né le nom de ce syndicat, Solidarność. Et alors ça a duré un certain temps, et ils n'ont pas obtenu le changement tout de suite. Ce qu'ils voulaient obtenir au début, c'était des syndicats libres, qui ne dépendent pas du pouvoir. Et puis petit à petit, en fait c'était le grain de sable dans l'engrenage du totalitarisme, parce que du coup le pouvoir ne pouvait plus tenir. Tout le monde a adhéré à Solidarność, il n'y avait plus personne dans les autres syndicats. Et puis quand il y a eu des élections libres d'organiser, tout le monde a voté Solidarność, il n'y avait plus personne pour voter pour les communistes, etc. Enfin, ça s'est écroulé comme ça finalement. Donc vous pouvez lire ça sur solidarność.free.fr, c'est très intéressant.
Risquer. Rire, c'est risquer de paraître idiot. Pleurer, c'est risquer de paraître sentimental. Aller vers quelqu'un, c'est risquer de s'engager. Exposer ses sentiments, c'est risquer d'exposer son moi profond. Présenter ses idées, ses rêves, c'est risquer de les perdre. Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. Vivre, c'est risquer de mourir. Espérer, c'est risquer de désespérer. Essayer, c'est risquer d'échouer. Mais il faut prendre des risques, car le plus grand danger dans la vie est de ne rien risquer du tout. Celui qui ne risque rien ne fait rien, n'a rien et n'est rien. Il peut éviter la souffrance, la tristesse, mais il n'apprend rien, ne ressent rien, ne peut ni changer ni se développer, ne peut ni aimer ni vivre. Enchaîné par sa certitude, il devient esclave, abandonne sa liberté. Seuls ceux qui risquent sont libres. C'est l'heure du petit point actualité. Guillaume Darnier. Alors, premièrement, divorce pour tous. Un couple de femmes a transmis une demande de divorce à l'amiable au tribunal de grande instance de Paris. Leur avocat, Rémi Rubaudot, a déposé leur demande le 2 octobre. La décision officielle est attendue pour novembre. Ces deux femmes s'étaient dit oui en 2011, dans un État américain reconnaissant le mariage homosexuel. Elles avaient ensuite fait transcrire leur union auprès de l'État civil français dès la promulgation de la loi Taubira. Par ailleurs, c'est une nouvelle du 30 octobre. Brigitte Bardot et sa famille ont été expulsés du logement qu'ils occupaient et leur couple dénonce une décision politique puisqu'en fait la commission, d'abord ils font preuve de papier en règle et surtout la commission qui les expulsait était présidée par le maire PS du 3e qui est celui qui a célébré le premier mariage gay sur Paris. Alors en plus, ils n'ont pas payé leur loyer et en plus, ils ont installé une société commerciale dans leur appartement, ce qui n'est pas prévu dans le bail. Bah si, puisque la domiciliation a été reconnue par la mairie de Paris. Non. Enfin, c'est discuté. Non, malheureusement. On peut en discuter. Ah oui. Oui, non, mais on en discute, c'est pour ça qu'on vous dit. C'est pour ça que je vous le dis, oui. Oui, d'accord. On est en démocratie. Absolument. Le but du jeu, c'est de parler. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Non, on est bien d'accord. Je vois pas pourquoi vous faites la simulation entre ce que vous avez dit avant et parler. C'est une série d'actu, il n'y a pas de rapport entre les deux, c'est une série d'actu indépendante. Bref, la suite. Ah bah non, mais c'est important. Donc ensuite, Ouais, non, mais je vous explique. ensuite envisager l'adoption en vue d'un divorce. Alors, si un homosexuel divorce sans avoir adopté les enfants de son conjoint, il obtiendra difficilement un droit de garde. Je cite, « Dans de nombreux cas de figure, l'enfant ne sera celui que de l'un des deux parents », confirme maître Florent Berdo-Gacogne. Si l'enfant précède le mariage et que le deuxième parent n'a pas demandé l'adoption, cela peut poser problème, d'autant que l'adoption n'est pas possible dans tous les cas. Pour les couples qui ont un ou plusieurs enfants, avant de songer à divorcer, il conviendrait donc d'adopter. Seulement voilà, l'adoption, ça ne marche pas à tous les coups. Le juge peut notamment la refuser en cas de recours à la GPA ou à l'insémination artificielle, ou encore si le parent biologique n'a pas reconnu l'enfant. Serait-ce la raison pour laquelle le ministre de la Destruction de la Famille souhaite créer un statut de beau-parent? Par ailleurs, vous avez probablement tous entendu parler de l'initiative populaire européenne, c'est-à-dire d'une pétition au niveau européen, un de nous, One of Us, en anglais, qui vient de se terminer il y a quelques jours et qui a obtenu 1,7 million de signatures. Et ça vient donc à l'appui de la victoire sur le projet de loi Estrada dont on a parlé la fois précédente.
Donc la barre des 100 000 signatures a été déposée en France et l'objectif est donc atteint pour passer à la seconde phase, présenter l'initiative contre le financement des programmes qui conduisent à la destruction d'embryons devant la Commission européenne et le Parlement européen dans les prochains mois. Donc le fait d'avoir atteint le quorum va permettre de déposer des initiatives auprès du Parlement. Il y a eu 1,7 million sur l'Europe, 1,7 million de signatures. Non, ça je connais pas le CESE. Alors il y a deux autres choses. Les magasins U ont publié un catalogue de jouets qui fait la part belle à l'indifférenciation des sexes. Donc voilà, le gender c'est pour maintenant. Il y a aussi ah oui, il y a une directive, enfin un document officiel du gouvernement qui demande au CSA de veiller à ce que la télévision et toutes les animations culturelles présentent les associations LGBT sous un jour favorable. Donc c'est juste, on était habitué à ce genre de choses, mais c'était pas officiel. Bah, maintenant c'est officiel. Par ailleurs, il y a une nouvelle qui est en lien avec le CESE, puisqu'on a appris le même jour que d'une part le CESE avait un budget de fonctionnement en augmentation pour 2014 de 500 000 €. Et le même jour, on a appris que son président, qui est par ailleurs maire UMP de la commune de Bapaume dans le Nord, qui était la seule commune UMP, a décidé de ne pas se représenter au municipal et de se choisir comme successeur son opposant socialiste. Ce sont deux faits que je vous mets l'un à côté de l'autre. Et puis, il y a une autre nouvelle qui est assez inquiétante, qui vient d'Allemagne. C'est l'officialisation du troisième genre. C'est-à-dire qu'auparavant, ça concerne donc la naissance d'enfants hermaphrodites, c'est-à-dire dotés d'organes génitaux masculins et féminins, ce qui existe et qui est relativement rare statistiquement. Jusqu'à présent, donc, les parents devaient choisir une option pour l'enfant et cette option était portée sur le certificat de naissance. Maintenant, la loi allemande qui vient d'être passée permet de ne plus choisir de la part des parents et donc de laisser vierge sur le certificat de naissance comme sur la fiche d'état civil, le sexe de la personne jusqu'à sa majorité, jusqu'à ses 18 ans. Soit dit en passant, personne ne parle d'une éventuelle opération ou autre. Donc pendant 18 ans, personne ne sait ce qui se passe, mais c'est donc le premier pays à reconnaître un troisième genre dans son état civil. Rapport avec quoi ? Le gender, c'est pour maintenant. Donc voilà, la veillée se termine. Peut-être... Donc merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. On vous dit à mercredi prochain. Non, mardi. D'accord, donc l'alternance mardi-mercredi est cassée et donc la semaine prochaine c'est mardi et non pas mercredi. Parce qu'il y a les porteuses mercredi à 19h. Voilà. Et dans 15 jours ce sera à Mordel.